Audrey Ducharme, présidente de CFA Montréal, à vous adresser quelques mots. Audrey, la parole est à vous. Bonjour à tous. Je suis vraiment heureuse de vous accueillir à cette nouvelle session du CAP sur la réussite des examens. C'est vraiment toujours un plaisir de voir notre élève engagé dans la profession et évidemment dans le programme CFA. J'aimerais tout d'abord remercier la CDPQ, notre commanditaire de l'événement, ainsi que CFA Québec qui participe à l'organisation de ce webinaire. Je sais que vous avez déjà fort à faire avec le programme CFA pour le moment, mais éventuellement, vous pourriez être intéressé par le certificat ESG du CFA Institute, dont vous trouverez le lien dans le chat. C'est une formation complémentaire, en fait, qui peut être un bel atout dans votre carrière et dont vous entendez peut-être déjà parler dans vos entreprises. Alors, on voulait s'assurer que vous soyez au courant de cette opportunité. Pour ce qui est du webinaire d'aujourd'hui, les discussions seront suivies d'une période de questions. On sait qu'elles seront nombreuses. On va faire notre possible pour répondre à la majorité d'entre elles. Pour les soumettre tout au long, d'ailleurs, il vous suffit d'utiliser la fonctionnalité chat conversé de Zoom au bas de votre écran. Que vous soyez au début de cette aventure, donc au niveau 1, en train de chercher votre motivation intrinsèque pour poursuivre le niveau 2 ou encore heureux, mais soucieux de réussir le niveau 3 parce que vous y êtes presque. Vous avez, selon moi, tous 3 points en commun aujourd'hui. Votre passion pour l'investissement, une détermination à toute épreuve et beaucoup de fatigue au compteur. Without disclosing my age, it's been a while since I became a CFA charter holder, and even if the exams have changed a lot in the past few years, I for sure remember precisely those intense studying years. So I completely relate to what you're currently going through. CFA Montreal is here to help, and we hope to reassure you, you definitely made the right choice for your career. Merci infiniment à Jessica, Alexandre, Carl et Nicolas qui ont survécu à cette expérience et à ce parcours vers le CFA et qui vont vous partager leur vécu, leurs conseils aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va vous aider dans votre préparation. Avant de débuter, j'aimerais vous mentionner la sortie d'un prochain sondage destiné à vous, les candidats. C'est vraiment important pour CFA Montréal, donc de vous soutenir dans votre parcours à l'aide d'initiatives comme celle d'aujourd'hui. Mais on croit qu'on peut faire mieux pour vous supporter et vous êtes les mieux placés pour nous donner de nouvelles idées, nous faire connaître vos besoins. Alors, je vous invite vraiment à répondre en grand nombre à notre sondage que vous recevrez au cours du mois de février. Je vous souhaite à tous bon succès pour votre prochain examen et j'invite maintenant Cindy Poiré, CFA, agente principale de placement rendement absolu, division des investissements CN et membre de notre conseil d'administration à CFA Montréal, à prendre la parole. Merci beaucoup, Audrey. Bonjour et merci à tous d'être présents ce midi pour cette 3e édition de notre événement CAP sur la réussite des examens CFA. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et d'avoir le plaisir de vous présenter nos 4 panélistes, Carl Gagné, CFA, Jessica Perrault, CFA, Alexandre Peterson, Nicolas Vigneault, CFA. Ils vont partager leur expérience, leurs bons trucs ainsi que leurs obstacles. À la suite de notre discussion, il y aura une période de questions. Notre événement va se dérouler en français et en anglais, donc vous allez pouvoir poser vos questions dans la langue de votre choix. Our event is bilingual, so feel free to ask your question either in French or in English. J'aimerais maintenant inviter chaque panéliste à se présenter brièvement en commençant avec Carl. Bonjour à tous, ça me fait plaisir d'être ici puis de vous partager un petit peu mon parcours du CFA. Donc, comme Sandy l'a mentionné, je m'appelle Carl Gagné, j'ai 27 ans, je suis directeur des relations clients chez Manuvie dans la division de retraite collective. Puis j'ai eu mon titre en 2022, donc l'année passée. Bonjour à tous, mon nom c'est Jessica Perrault, je suis conseillère en gestion de patrimoine et en optimisation fiscale chez Synergie Patrimoine à Québec et j'ai eu mon titre également en 2022. Bonjour à tous, mon nom c'est Alexandre Peterson, je travaille présentement chez RBC dans l'équipe de financement obligataire et produits dérivés. Auparavant, je travaillais chez Otera Capital, filiale de la CDPQ, comme analyste dans l'équipe d'investissement. Puis pour ce qui est de mes examens CFA, là, je les ai complétés les niveaux 1, 2 et 3, les uns à la suite de l'autre, donc en février 2021, novembre 2021 et puis mai 2022.
Bonjour, moi c'est Nicolas Vigneault. Je travaille chez IG Gestion de patrimoine. Mon rôle, c'est spécialiste en placement, donc j'épaule toute l'équipe réseau de conseillers dans la firme. Et j'ai obtenu aussi mon titre CFA en 2022, mais disons que j'ai débuté il y a bien longtemps en 2013. Merci à tous. Alors, rentrons immédiatement dans notre première discussion. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de candidats de niveau 1 avec nous. J'aimerais ça que vous nous parliez peut-être des différences entre le niveau 1 et un examen de finance d'université et aussi comment vous avez ajusté votre façon d'étudier par rapport à ça. Oui, donc, Alexandre, peut-être, si tu voudrais commencer. super. Ben, moi, je dirais que le niveau 1, la même matière qu'un bac en administration des affaires en finance. Donc, plusieurs différences, mais les deux principales, selon moi, la première, c'est qu'on doit s'adapter au fait que c'est uniquement à choix de réponse. Donc, ça, je pense pas que c'est un stress à avoir à force de faire des questions, à force d'étudier. Vous allez en faire beaucoup des questions. Donc, vous allez vous habituer assez facilement. Mais l'autre grosse différence, puis ça, je pense que ça prend peut-être une adaptation dans votre stratégie d'études, c'est qu'il y a une énorme quantité de matière à absorber sur une très, très, très longue période de temps. Donc, à l'école, ça va être plus séparé mi-session, fin de session, vous allez avoir des projets. Donc, cette structure-là, selon moi, pardonne un peu plus si vous ne réussissez pas bien votre examen de mi-session, par exemple. Vous pouvez avoir une bonne note dans votre projet, dans votre session, avoir une bonne note dans votre examen final, puis bien passer le cours. Tandis que le CFA, il n'y a pas de rush. Vous allez étudier pendant 4, 5, 6 mois à l'avance. Puis, si vous passez l'examen, vous le passez. Si vous ne le passez pas, ben, il n'y a pas de deuxième chance. Là. Vous allez devoir attendre au prochain examen. Donc, je pense que c'est vraiment important d'être capable de rester motivé et d'étudier tout le temps sans qu'il y ait nécessairement un but qui arrive proche. Là. Il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas négliger, puis qui est vraiment différent par rapport à l'université, c'est que quand on fait nos examens à l'université, euh, déjà, même la première session, le premier examen de mi-session, ben, ça fait déjà quelques semaines qu'on va à nos cours, on connaît l'environnement, on sait comment s'y rendre, le stationnement, les locaux. Mais au CFA, surtout au niveau 1, c'est ça, ben, la première fois, ben, c'est un nouvel environnement, on ne connaît pas, on ne sait peut-être même pas comment s'y rendre la première fois, on suit notre GPS, puis je veux dire, quelqu'un, par exemple, qui part de plus loin, on va dire, par exemple, de Sherbrooke à Montréal, ben, il y a un trafic, il y a un risque de trafic, un risque de problème d'accident, de stationnement, etc. Donc, ça peut être un stress qu'on aimerait éviter puis peut nous stresser jusqu'à rendu à l'examen. Puis après ça, ben aussi l'aspect que justement, même le local, on n'est pas habitué, on ne sait pas nécessairement où les toilettes, les restaurants, etc. Donc, c'est quand même un aspect qui peut nous stresser jusqu'avant l'examen. Puis il y a aussi l'aspect après ça, ben, que, en tout cas, du moins dans mon temps, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mes examens d'université, c'était surtout sur papier. Puis là, ben, maintenant, les examens CFA, c'est à l'ordinateur. Donc, c'est sûr que c'est différent. Là. Puis, si je peux peut-être me permettre, en fait, je vais jouer le rôle de la personne qui va essayer de vous rassurer un petit peu sur du niveau 1, mais moi, j'ai fait mon bac en marketing à l'Université Laval. Puis, c'est juste rendu à la première année de ma maîtrise en finance que j'ai fait mon CFA. Là. Donc, oui, tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont différentes entre un bac en marketing et l'examen de CFA 1. Mais au final, tu sais, si j'ai réussi à passer, selon moi, tu sais, du premier coup, tout demeure vraiment dans la pratique puis le temps qu'on y met pour le niveau 1. C'est un examen qui n'est pas nécessairement le plus difficile des trois, selon moi, mais qui a beaucoup de matière à savoir, puis il y a beaucoup de questions, donc il faut être prêt. Mais pour moi, là, c'est vraiment d'être préparé. Puis si vous avez fait votre bac en finance, puis vous connaissez la matière, vous ne devriez vraiment pas avoir de difficulté là, à passer l'examen du niveau 1. Oui, alors la préparation est vraiment clé pour s'assurer d'avoir un succès à ce premier examen. Quand on décide de continuer d'aller vers la charte du CFA, c'est quand même une grosse aventure. Il y a beaucoup de hauts et de bas. J'aimerais peut-être que vous nous parliez un petit peu de votre plus gros défi par rapport à ces 3 examens-là, en commençant avec Jessica. Je dirais en fait que c'est de mettre les heures, puis de maintenir rigueur et constance, mais pendant d'aussi longues périodes, là. Donc, la conciliation études, famille, travail, plus on avance dans les niveaux, plus on a d'engagement extérieur également.
Donc, ça devient de plus en plus difficile là, de maintenir la même cadence. Moi, personnellement, je conseillerais de faire un examen par année de façon là, à se garder dans le beat, mais sans trop s'épuiser, puis en ayant là, des périodes de répit de quelques mois là, entre chaque blitz d'études. Écoute, moi, c'est un peu comme Jessica, je dirais. Donc, c'est vraiment de mettre les heures. Comme j'ai dit un peu plus tôt, vu que l'examen est dans longtemps, y a pas, on ressent pas vraiment la pression, le rush avant peut-être le dernier mois. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment avoir une certaine rigueur, puis toujours se dire, OK, moi, je vais faire tant d'heures par semaine, que ce soit 10, 12, 15, 20 heures par semaine, malgré le fait que l'examen il est loin. Donc, pour moi, ce qui était difficile, constant, j'ai fait les examens pas mal assez collés entre chacun. C'est quand je terminais un examen, j'avais peu de pauses avant de recommencer mon étude, puis c'était difficile de me remettre dans le beat, puis de me remettre dans ma routine. Donc, là, ce qui me gardait vraiment motivé à ce moment-là, c'est que je savais que il n'y avait pas de no shortcut, fait que je devais mettre les heures. Si je les mettais pas, je mettais pas toutes les chances de mon côté, puis ça voulait dire que j'allais peut-être ne pas passer l'examen. Puis si ça l'arrive, ben j'allais devoir remettre ces heures-là de toute façon. Donc pour moi, c'était juste d'en faire le plus possible dans le temps que je pouvais, puis mettre toutes les chances de mon côté. Puis, j'ajouterais au point de Jessica, qui est aussi c'est assez similaire, mais dans la planification et la gestion de l'horaire, ben, c'est aussi d'être honnête envers soi-même dans la planification. Ben, c'est facile de tomber dans le piège de se dire oh, ben, je vais lire tant de pages par jour, par semaine, puis finalement, ben, si ça ne fait pas avec nos capacités de lecture, notre horaire, ben, en se faisant une planification irréaliste, on va arriver à la fin qu'on n'aura pas tout accompli ce qu'on voulait, on ne sera pas prêt, on n'aura peut-être pas terminé la lecture. Donc, c'est important d'être honnête. Puis si notre honnêteté nous démontre dans notre planification qu'il faut commencer peut-être un mois ou deux plus tôt que la plupart des gens, mais si c'est ça que ça prend pour le passer, il faut le faire. Mais c'est important d'être honnête envers soi-même. Alors, sautons immédiatement dans le feu de l'action avec le volet que j'appellerais préparation et stratégie d'études. Et on a déjà une question de Kevin Labrec, qu'on va vraiment répondre à ta question en ce moment. Quel outil et fournisseur avez-vous utilisé et pourquoi? Carl, peut-être tu pourrais nous parler de ton expérience là-dessus. Absolument. C'est une super bonne question, en fait, Kevin. Puis on l'avait justement à l'horaire parce qu'on voulait adresser le sujet. Puis, en fait, moi, j'ai fait ma maîtrise à Concordia dans le programme d'Institut Goodman là, de gestion de placement. Donc, c'est sûr que moi, ma base en finance, elle vient surtout de là. Mais je pense que l'important pour la stratégie d'études, c'est que chaque personne est différente, puis il faut se connaître. Puis, tu sais, il y a beaucoup de fournisseurs de services. Il y en a qui sont écrits, il y en a qui c'est des vidéos, il y en a qui c'est plus pratique. Donc, moi, je me suis rendu compte rapidement que Schweizer, c'était fait pour moi, surtout les guides d'études qui étaient plus synthétisés que le matériel du CFA. Donc, j'ai commencé par lire le CFA d'abord, puis faire toutes les questions, dans le fond, au bout de chacun des chapitres. Puis ensuite, ma deuxième lecture, c'était surtout le Schweizer pour l'examen 1 puis l'examen 2. Puis malheureusement, finalement, j'ai coulé l'examen 3 la première fois en utilisant Schweizer. Puis j'ai vraiment trouvé, selon moi, là, que ce n'était pas suffisant, mais je n'avais pas regardé les vidéos. Donc peut-être que si j'avais regardé les vidéos, ça aurait fait une différence. Mais finalement, j'ai vraiment... je me suis remis en question pour le troisième examen. Puis, je regardais en ligne les autres ressources qui étaient disponibles. Puis Mark Meldrum a été largement recommandé pour l'examen numéro 3. Donc, j'ai tenté ma chance avec lui. Finalement, ça a été la bonne. Donc, je vous dirais là, que de mon côté, ça a été une combinaison de matériel CFA, Schweizer, puis de Mark Meldrum. Mais comme je disais tantôt, c'est vraiment propre à chaque personne. Je pense qu'il faut prendre le temps d'étudier chaque ressource. Oui, puis moi aussi, je dirais qu'un peu dans le même sens, il y a eu une évolution dans les outils qui ont été utilisés. Le Schweizer, comme la plupart, ça revient. Mais dans le fond, comme au niveau 1, j'ai juste... Puis ça, c'est vraiment pas une recommandation. Là. Disons que la maîtrise, c'était frais dans ma tête. J'ai juste lu le Secret Sauce au niveau 1. Après ça, ça a été de faire des exercices, de faire le mock exam du Boston Society, que lui, justement, je réutilisais à chaque année. Ça, c'était pour moi un must. Ça venait comme mon outil de référence.
Puis après ça, ben, c'est ça, ça a été vraiment de faire beaucoup d'exercices au niveau 1, d'apprendre comment être rapide dans les questions. Donc, juste le secret sauce, ça me suffit. Puis après ça, au niveau 2, ben, là, c'était vraiment un autre niveau. Ben, là, lire les choisir au complet, faire plus d'exercices, ça a été nécessaire. Puis au niveau 3, ben, là, j'ai trouvé que puis en fait, même au niveau 2, là, à mon troisième essai, ben là, je me suis fait référer à un ami qui avait pris plusieurs essais pour passer le 1. Il avait utilisé Morgan International qui donne les cours dans les locaux de Concordia. Puis ça m'a vraiment aidé beaucoup à passer le niveau 2, à passer à un autre niveau dans mon étude. Parce que je voulais m'assurer que, dans le fond, avant chaque cours préparatoire, j'avais lu le matériel pour être dans un mode déjà révision et non j'apprends ce qu'on m'enseigne. Ça fait que j'ai commencé à étudier plus tôt, puis là, ça a tout changé mon planning. Fait que Morgan International, j'ai vraiment adoré ça. Puis au niveau 3, ben, là, je l'ai trouvé un peu moins pratique. Je trouvais que l'aspect partie écrite, c'était moins bien. Ça me préparait peut-être moins bien. Fait que je ne l'ai pas repris quand j'ai dû refaire l'examen niveau 3. Donc, il y a vraiment une évolution dans les outils. De mon côté, ben, pour les 3 niveaux, j'ai utilisé les Schweizer Notes, puis le CFA Question Bank. En plus d'un livre de différents fournisseurs qui condense la matière à environ 300 pages que je traînais partout avec moi. Là. Donc, dès que j'avais une petite minute, j'essayais de feuilleter les pages. Pour le niveau 1, en fait, j'ai utilisé comme livre à synthèse Harville's Learning System 25th Hour Notes. Pour le niveau 2, j'ai utilisé Wiley 11th Hour Final Review. Puis pour le niveau 3, là, j'ai utilisé Schweizer Secret Sauce. En fait, pour le niveau 3, là, je m'étais vraiment payé le gros package de Schweizer là, pour mettre toutes les chances de mon côté. Là. Donc, les notes, le review workshop, les vidéos que j'ai trouvées super bien faites aussi. Puis, ben, dans tous les cas, pour les 3 examens, là, quand il y avait des sujets un peu plus difficiles, j'ai consulté le matériel du CFA Institute. En fait, si je peux me permettre une dernière chose, en fait, moi, quand j'ai coulé l'examen 3 une fois, puis j'ai décidé de me retourner vers une autre ressource, c'est quand même cher une fois qu'on a payé, par exemple, le Schweizer, de se retourner vers une autre ressource puis de racheter encore un autre fournisseur. Mais le jeu en vaut largement la chandelle, là, parce que l'examen du CFA est quand même cher. Donc, n'hésitez pas à payer la somme pour trouver les ressources qu'il vous faut justement pour obtenir les informations nécessaires parce que ça va valoir 2 fois plus que de devoir recommencer l'examen. Super. Ça, il y a beaucoup d'outils sur le marché qui peuvent vraiment venir vous aider, vous supporter pendant cette longue période d'études. Il n'y a pas un chemin qui est parfait. Je pense que chacun a comme leur façon, ils ajoutent un petit peu leur couleur de comment que ça fonctionne mieux avec eux. Il y en a que ça soit plus de la lecture, il y en a qui aiment ça lire plus large, il y en a qui aiment ça que ça soit plus condensé, comme un peu le secret sauce. Il y en a qui sont plus visuels, fait qu'en regardant une vidéo, c'est une façon que c'est plus facile pour eux de comprendre le matériel comme il faut. Fait que là, on a parlé un petit peu ici des différents outils, des différents fournisseurs. J'aimerais peut-être qu'on aille un petit peu plus profond. Là, on a vraiment une panoplie de choix devant nous. On a un certain nombre de temps avant le jour J. Alors, comment on gère tout ça dans un horaire, dans une routine d'études? Puis comment on s'organise vraiment pour être le mieux préparé à l'examen? Et aussi à la question de quand on doit commencer aussi à faire des examens pratiques. Fait que, il y a le côté études, il y a le côté pratique. Alors, comment on gère un peu tout ça? Puis je reçois beaucoup de questions en ce moment par rapport à ça. Lina, on va répondre à ta question, mais c'est combien de temps avant l'examen qu'on devrait étudier, puis combien d'heures qu'il faut mettre? Fait que peut-être, Nicolas, tu pourrais nous éclaircir sur ce sujet. Oui, donc c'est ça, c'est comme on l'a dit au début, c'est un jeu dangereux parce que c'est beaucoup de matériel sur une longue période. Donc, oui, c'est important de bien planifier. Puis moi, ben, ma stratégie, je veux dire, c'était pas comme ça mon premier examen, puis ça l'a évolué avec le temps, mais finalement, la bonne formule, c'était vraiment de déconstruire l'horaire, de partir à partir de la date de l'examen. Je me disais, ben, ça me prend 2 semaines pour réviser. Donc, vraiment, tous les aspects importants que j'ai notés que j'ai mal compris. Puis avant ces 2 semaines-là, ben, je me donnais 1 mois pour faire des mock exams, des exercices pratiques aussi sur le site du CFA. Donc là, on a rendu 6 semaines avant l'examen. Puis
avant ce mois de mock-là, puis 2 semaines de révision, je me donnais 2 semaines pour bâtir ce que j'appelais mon cartable. Puis là-dedans, c'était à travers mes lectures que j'avais faites dans les mois avant. Pour sauver du temps, je ne notais pas tout dans mon cartable à mesure. Je faisais juste noter dans les lectures avec des signets, avec des symboles. OK, ça va être pour mon cartable. Puis pendant les 2 semaines après mes lectures, ben là, je remplissais ce cartable-là. Je retranscrivais les formules importantes, les tableaux sommaires, parce que le visuel, ça m'aidait beaucoup. Donc, c'était vraiment mon cartable, on pourrait dire, qui était un équivalent de Secret Sauce, mais personnalisé, puis de le réécrire, ça l'aide à le mémoriser. Puis là, après ça, donc là, on est rendu 2 mois avant l'examen. Donc, avant ça, il faut faire les lectures. Fait que là, avec le nombre de pages, avec l'horaire, là, je faisais un petit calcul bien simple de voir combien de pages je peux lire par semaine pour être réaliste avec l'horaire, comme je disais tantôt, en étant honnête avec mes capacités de lecture. Puis moi, la lecture, c'est pas nécessairement l'endroit où est-ce que je lisais le plus vite, la capacité de concentration. C'est pas comme lire un bon roman nécessairement, donc c'est un peu plus long. Fait que ça m'amenait jusqu'à la mi-novembre pour commencer. Puis, oui, ça a l'air vraiment tôt pour un examen qui était en début juin, mais je me donnais justement aussi un lousse parce que si c'est trop serré, c'est sûr qu'on va accumuler des retards. Donc, pendant le temps des fêtes, c'est sûr qu'on passe un peu plus relax. Il y a des journées par-ci par-là, des fois de social. Donc, c'est pour ça que j'aimais mieux commencer plus tôt que tard. Puis, au pire, si j'ai du lousse, je vais pouvoir en profiter. Puis, finalement, comme de fait, la réalité fait que j'arrivais pas mal à journée quasiment près, à 2 mois avant d'avoir fini mes lectures. Écoute, je pense que je vais y aller. Ma stratégie, j'ai certains points en commun avec Nicolas, il y en a d'autres qui sont différents. Moi, j'ai utilisé la même stratégie identique pour les 3 niveaux. Je ne dis pas que c'est la stratégie en or, là, mais c'est pas nécessairement une recommandation, mais pour moi, ça a très bien fonctionné. Donc, je tiens à vous la partager. Fait que pour moi, il y a 3 stades dans l'étude. Tu as ton first pass, qui est passé à travers la matière pour la première fois. Ça dure à peu près 3-4 mois. Après ça, tu as une période de révision qui va durer à peu près 1 mois. Puis ton rush final qui est inévitable, qui va durer 2-3 semaines. Donc, une période totale d'études d'à peu près 5 ou 6 mois. Fait que le first pass, moi, je dirais, j'essaie d'utiliser 12 à 15 heures par semaine. Des fois, c'est un petit peu plus, un petit peu moins. Puis moi, dans cette période-là, je séparais chaque sujet, donc un sujet étant, par exemple, equities, fixed income, derivatives, en 3 étapes pour le considérer comme étant complet puis passer au prochain. Fait que moi, je n'utilisais pas les vidéos ou les livres, j'utilisais juste les slides Schweizer, puis les QBank Schweizer, puis CFA. Donc, je passais à travers toutes les slides Schweizer. Pour être bien honnête, je ne les lisais pas vraiment. Je faisais juste les retranscrire mot pour mot dans un document Word. Donc, j'avais des documents, là, j'ai des centaines de pages d'écrites. Une fois que mes notes étaient faites, là, j'allais relire 1 ou 2 sous-sections de ce sujet-là. Puis je faisais les questions Schweizer correspondantes. Puis la raison pourquoi je faisais les questions Schweizer, c'est que je les trouvais un peu plus faciles. Donc, pour comprendre la matière, je trouvais ça vraiment bien. Puis une fois que j'avais fait toutes les questions Schweizer, là, je faisais toutes les questions CFA, ou au moins 90% sur la plateforme en ligne CFA. Puis là, il y a des gens qui vont dire « Ah ben Schweizer, c'est pas assez complet ». Moi, je compensais avec ça, puis que quand je faisais mes questions, là, j'allais intégrer les nouveaux concepts qui manquaient dans mes notes dans mon document Word. Ensuite de ça, pour la période de révision, qui est à peu près 1 mois et demi avant l'examen, c'est sûr que j'avais oublié au moins la moitié de ce que j'avais étudié. Donc, c'est pour ça que mes notes étaient super importantes. Là, j'allais les relire. Puis, quand je les relisais, je me faisais un peu comme Nicolas, des petites feuilles sommaires avec les concepts importants, les formules ou les concepts plus difficiles. Puis, je refaisais, pas toutes les questions, là, mais quand même beaucoup de questions CFA ou des questions Schweizer. Puis, je passais du temps sur les concepts que j'avais plus de misère avec. Puis, finalement, le dernier rush, là, qui est 2-3 semaines, moi, j'ai eu la chance. J'ai pris des congés quand même pour le travail. Là. Je vous recommande de. Mais là-dedans, pour vous donner une idée, j'ai étudié à peu près 90-100 heures les 2 dernières semaines. Fait que certains jours, soit je faisais des mocks, ou d'autres jours, j'étudiais mes points faibles, puis je relisais mes feuilles, mes formules. Donc, ça ressemble à ça. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre avait une stratégie différente. Moi, en fait, je dirais, c'est d'abord de trouver là, les moments où vous êtes le plus apte à retenir la matière, là, puis à faire des tâches qui demandent beaucoup de concentration. Pour la plupart des gens, c'est le matin, là.
Donc, moi, de mon côté, je débutais l'étude au moins 4 mois à l'avance, mais en mettant peut-être un petit peu plus d'heures par semaine là, qu'Alexandre. Là, donc, en moyenne, plus proche d'un 20 heures semaine peut-être de mon côté. Puis, également, en fait, je planifiais vraiment mon horaire là, en réservant des plages dans mon calendrier là, pour être certaine d'atteindre là, le nombre d'heures d'études visées. Aussi, en fait, je suivais mon progrès sur une application, là, comme par exemple A-Tracker. Donc, ça me servait à mesurer là, mon temps d'études pour voir si vraiment là, j'étais on track. Vous donner une idée, c'est sûr que c'est bien différent pour chacun, mais de mon côté, là, moi, j'ai mis environ 300 heures pour le niveau 1, 400 heures pour le niveau 2, puis au moins là, 500 pour le niveau 3. Aussi, en fait, pour les niveaux 2 et 3, j'ai lu le matériel 2 fois. Donc, une première fois là, en surlignant les concepts importants, en mettant des post-it là, pour marquer les concepts plus difficiles puis les endroits sur lesquels là, je devais revenir. Puis, pour ce qui est des examens puis de la pratique, en fait, j'ai débuté là, au moins 4 semaines avant l'examen, les mock exams. Donc, tu sais, la théorie, c'est bien, là, mais il n'y a rien comme la pratique. Puis, la semaine juste avant l'examen, moi aussi, là, était vraiment entièrement dédiée à l'étude. Donc, je prenais congé de travail, puis je pouvais faire là, peut-être un 80 heures là, d'études seulement dans la semaine avant l'examen. Puis aussi, en fait, j'essayais le mieux possible là, de répliquer le contexte de l'examen. Donc, mettre un chrono, prendre les pauses au même moment, bien sûr, avoir aucune note. Super, merci. Puis c'est bien aussi de peut-être préciser là, pour les gens qui n'ont peut-être pas fait le lien, là, la plupart de vous travaillez là, à ce stade-là. Alors, c'est vraiment gérer le travail et les études en même temps, parce qu'on avait une petite question ici regarding if you actually were working while studying. So all this strategy that we talked about was while doing most of them was actually having a full-time job. So really trying to manage both at the same time. J'avais une petite question, j'aimerais qu'on ait super rapidement, si un de vous pourrait peut-être répondre, c'est conseillez-vous de faire des mocks qui sont un petit peu plus vieux ou avant 2019 ou est-ce que c'est une perte de temps? Moi, je pense, tu sais, moi, je recommande pas de faire, ça sert à rien de faire 10 mock exams. L'important, c'est vraiment de bien comprendre la matière. Moi, je faisais peut-être 4 mock et demi, là, au total. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les anciens mocks, puis peut-être juste regarder des questions spécifiques. Pas nécessairement comme se mettre, prendre de ton temps pour faire un mock exam, mais juste faire des petits bouts comme un peu un QBank. Moi, j'utiliserais plus comme ça, mais je passerais plus de temps sur les vrais mock exams. Okay, super. Switching gear a little bit, but still within the content of the exam. So ethics is a section that is often new from what we're seeing at university. And it's not necessarily straightforward. People have sometimes an assumptions to think that it's going to be easy, but it does require a lot of practice. So I would like for you here to kind of explain a little bit your strategy regarding studying ethics. Maybe Nicola, if you want to start. Yes, so it's pretty simple for me how I planned it. It's just like I kept that part towards the end because, yeah, the readings were not necessarily that useful, I found, but it's really just about doing practice questions. And then once you do them, like there's many logical answers you'll find. And then once you see what's the real answer and you kind of develop what's the thinking, the logic behind the CFA real official answers, then you'll understand how to respond during the exam. So it's not the readings won't be enough. It's really about doing as many questions as possible and have them as fresh just before the exam. As Nicolas said, ethics is kind of logic, but we have to develop that kind of logic in a sense. So visualizing real-world situations and their applications of ethics was the best way for me to retain the information.
So I really focused on the question bank here and also on the CFAI material, which gives a lot of examples. Also, I really tried to understand the nuances in related concepts. Yeah, I have pretty much a similar opinion. So I think at level 1, ethics is pretty new. So yeah, you need to learn some stuff by heart. You might spend more time like reading up on the theory for level 1, but then as Jessica and Nicholas said, it's just a matter of practicing the questions and developing that ethics logic. And it doesn't always come naturally. For some people, it's easier. Some people, it's less easy. So the best way is to just do a lot of questions. And for levels 2 and 3, it's essentially the same material. So just do a lot of questions. And what I did is I studied ethics maybe 2 months before the exam for like 3-4 days. And the last week before all 3 exams, I spent a whole day just redoing the whole CFAQ bank. So I think about 200 questions for a second time. And my recommendation is, although it might seem easy, I would not neglect ethics. There's an ethics adjustment, so you can look it up online. And this ethics adjustment can either play for you or against you. But I think it's something that's really important to study on and put some practice in. Yeah, and I think all my colleagues had mentioned good points, but ethics is worth 10 to 15% of the exam, so it's pretty important to not neglect it, as Alexandre said. But from my standpoint, ethics was, although it was very similar in that it's the same material over the 3 exams, it's very different. And exam 1 is multiple choice. Exam 2 is vignettes, and exam 3, it's a mix. But in the end, it's really putting yourself in the shoes of the scenarios and reading them in the books, because CFA is giving you all sorts of scenarios in which you can actually read and put yourself into and try to understand their logic, as they said. So if you've put yourself enough in those scenarios and understood their logic, they're not going to try to trick you on the exam. So my thing here is, don't try to overthink it if you've already overthink it in your preparation. Merci. Le temps file, fait qu'on va tout de suite aller à la prochaine question. Peut-être si je pourrais avoir Carl qui réponde, puis après ça, on ira dans les autres questions immédiatement. Mais là, on a parlé, il y a beaucoup d'études, c'est quand même rigoureux comme programme d'études. Comment qu'on fait pour se reposer ou se relaxer ou essayer de se divertir pour être capable de revenir en force pour apprendre le matériel? C'est une bonne question. Puis pour moi, en fait, c'est ça le plus important dans le cursus du CFA. Puis, comme on l'a mentionné plus tôt, j'ai étudié à temps plein pour le CFA, mais je faisais ma maîtrise aussi à temps plein à Concordia. Puis, je travaillais aussi à temps plein, là, donc très peu de temps dans mon horaire pour le reste. Mais comme Jessica le mentionnait, je bloquais tout dans mon horaire, mais je m'obligeais aussi à bloquer des sessions off ou du temps libre pour moi dans mon horaire pour m'obliger justement à profiter un petit peu de la vie entre tout ça. Puis, pour moi, ce qui me permettait de garder ma santé psychologique en bon ordre, c'est jouer au hockey, faire de l'activité physique, cuisiner un petit peu quand j'ai le temps. Donc, c'est ça que je m'obligeais à faire, même si je n'avais pas tout le temps Puis, ça nous permet aussi d'apprendre à profiter des petits moments libres une fois qu'on a fini le CFA. Donc, c'est toujours bien le fun. Un autre aspect quand même qui est important, c'est au niveau de la conciliation travail-études. On a eu quand même quelques questions à ce sujet-là. So, one of the biggest challenges of writing the exam is how to manage this. A few of you had kids while studying for this exam, so I would like if you can maybe give out some tricks that you put in place in order to be successful. Jessica. I would say try not to plan to take an exam with an infant, as sleep is very important for your memory and good night's sleep is rare with a child. That being said, you can plan for everything. In my case, because of the pandemic, the exam was postponed twice, which compelled me to sit the exam with a 3-month-old baby. I was really fortunate to be supported by my partner during this period. So he was there to take care of our little one more often than not. And my mother was also of great support. She would come once a week so that I had some spare time to study. And we also occasionally hire the babysitter at the weekend. But planning is really key.
And so is your study environment. So go somewhere where you won't be disturbed and where you'll be able to focus, as it is crucial to make every hour of study productive. Yeah, I guess make sure to reach out and have the help that you need to be successful is also key. Nicolas, would you like to add a few comments as well? Yeah, well, similar to Jessica, also because of the pandemic, the baby came along not like because we always planned to have it after the CFA, and so because of the exam being pushed, it ended up that my son was born a month and a half before the level 3 exam. So yeah, it changes the way you plan things. But I mean, I can't thank enough my girlfriend and I mean your friends, your family around, because I mean, especially my girlfriend, because she was basically a single mom for 6 months because I had to retake the exam 6 months later again. So yeah, it's feasible, but you need a tremendous amount of help from your friends and your family. And I mean, similar to what Jessica said, like she would sometimes go stay at her parents and let me have some time alone to study full time. And she was always there to remind me that she's gonna come ask me for help if she needs it. Otherwise, I don't have to feel guilty all the time studying and not helping. And so I could just focus and not feel guilty. Un autre sujet là, très, très important, puis je reçois énormément de questions en ce moment par rapport à ça, mais c'est au niveau de la persévérance et le courage. C'est rare les gens qui passent l'examen du premier coup pour les 3 niveaux. L'échec, c'est vraiment une réalité du parcours. Comment se ressaisir, garder la motivation, être capable de faire une introspection et se restructurer pour avoir du succès par la suite. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait passer quelques minutes là-dessus. Nicolas, voudrais-tu commencer, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Ben, d'ailleurs, c'est ça, c'est un peu pour ça que je souhaitais participer à l'appel d'aujourd'hui. C'est parce que justement, je me dis, si je peux motiver quelques personnes à ne pas abandonner après de nombreux échecs, ça va être déjà une mission accomplie parce que, comme j'ai dit au début, j'ai obtenu mon titre en 2022, mais j'ai commencé le programme en 2013. Donc, j'ai tout refait les examens quelques fois. Puis c'était pas nécessairement que je comprenais pas la matière. Des fois, c'était juste une mauvaise gestion de l'horaire et tout. Donc, dans le fond, qu'est-ce que ça prenait pour me remotiver? Bien, justement, un des premiers aspects, je pense, c'est vraiment ce désir-là d'avoir le titre. Parce que si on le fait juste pour le faire, ou juste parce que ça semble logique de le faire après le bac, parce que tous ses collègues le font, nos collègues le font, ou autre, bien, c'est sûr que ça manque de motivation, mais moi, ce qui était justement qui me poussait plutôt à désirer ce titre-là, c'est qu'entre mon bac et ma maîtrise, bien, j'ai fait 1 an comme conseiller financier. Puis je me suis vite rendu compte que finalement, je ne faisais pas de l'analyse. Je vendais des produits, puis c'était pas ça que je voulais faire. Puis le titre CFA, la maîtrise, je voyais que c'était ça qui allait m'amener vers un rôle plus analytique. Donc, c'était constamment ma motivation de passer les examens justement à cause de ça. Donc, après ça, comment on s'en remet? Le niveau 2, je pense que c'est le meilleur exemple justement de comment pour l'avoir fait 3 fois. La première fois, ben, j'avais tout lu le matériel, mais il me restait juste 2 semaines après l'avoir passé, après avoir lu pour faire les exercices, faire les mocks. Donc, j'étais comme, OK, j'ai tout lu le matériel, mais je n'ai pas appris à l'appliquer. Au 2e essai, ben, je m'étais dit, je vais arrêter avant, fini ou pas tout fini de lire, puis je vais faire plus des mocks. Donc, à chaque fois que je ne réussissais pas un examen, je voyais une source d'amélioration. Avant même de faire l'examen, je savais, il y a ça que j'aurais dû faire différent. Puis donc, ça me motivait. Puis je disais, OK, si je change ça, peut-être que là, je vais me rendre à l'étape que je vais réussir. Donc, c'est sûr que si on a l'impression qu'on a tout fait parfaitement, peut-être c'est plus difficile de se motiver, mais je voyais toujours des sources d'amélioration. Merci. Carl, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui, puis je vais faire celui parce que je sais que le temps avance, mais de mon côté, en fait, j'ai coulé le 3 une fois, comme je le mentionnais plus tôt, mais un peu comme Nicolas le mentionnait, il ne faut pas oublier notre but ultime, qui est probablement la progression de carrière ou avancer un petit peu dans notre compagnie. Puis moi, c'est vraiment c'est ça qui m'a aidé à continuer. Puis aussi, je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire les examens puis de les compléter les 3, même si je coulais une fois.
Puis à partir de ce moment-là, ça a été important de corriger le tir, puis vraiment de faire un travail d'introspection pour savoir c'est quoi qui n'a pas bien fonctionné pour ensuite aller de l'avant. Puis, j'ai ensuite changé de fournisseur, mais tout ça pour dire que, n'oubliez pas votre but ultime si vous coulez, puis ça va vous permettre de retourner sur les rails parce qu'ultimement, c'est vraiment le fun une fois qu'on termine les examens. Absolument. Maybe in conclusion, just for the panel, so what are some of the lessons learned that you would like to share with the candidates today? Let's start with Jessica. I would start by saying, read the question well, and also don't waste time on question you don't understand. Make a guess, mark it, and come back at the end if you have time left. Maybe there is easier questions later on that will boost your confidence level, and with the stress level down, you will have better chance of scoring. Also, practice, practice, practice. The learning ecosystem is there to help you find your weakness and to get better at. Also, there are a few LOS that are really too challenging. Don't waste too much time and focus on the other 80% that you can master. In the exam, if you encounter a question on that subject, make a blind guess and use that spare time for other questions where you have a real chance to score some points. And remember that the CFA is not trying to trick you, but only to test your understanding. And finally, maybe for level 3 specifically, read the question well and answer only the question, like focus on the keyword, name, explain, discuss. Make short answers in bullet points form and don't pay any attention to syntax and grammar. These are pretty good points, and on my end, a little bit similar, but some other things as well. There's no negative correction at first, so even if you make a blind guess and you have it wrong, it still doesn't count as a negative point for you, so you might as well not leave anything blank. Second thing is prepare well for all the 3 exams, because all 3 exams bring you a different reality. Level 2 is the vignettes and level 3 is DSA type questions. So, be prepared for this. And the third thing, which was really helpful for me is, I've never been the best at school. And the CFA doesn't ask you to be the best. It just asks you to pass the exam. So don't focus on getting 95, 90, or you won't even know. But just focus on actually passing the exam. So focus on the questions you are more likely to know. And my last funny thing that someone told me is, if your close ones are not telling you that you're too crazy to spend that much time in your books, it's probably because you're not spending enough time in your books either. On my end, I'd say consistency is the most important thing when studying for the CFA exams and preparing for them. So you definitely need to put in the hours, at least 300 or more, especially for level 2, which I found that it had the most material. Listen, I know some people who passed the exams with less, but I think if you want to put all the chances on your side, put in the hours. I recommend very strongly to count your hours, to build a spreadsheet or find something online to track your progress. And not every hour needs to be productive. Most of you are going to be working, so you might be tired. But if you can manage to do a little something, even if it's easier, it's better than not studying at all. And find a study method that works for you. And finally, I'd say mock exams are a good practice. But at the end of the day, the real focus should be understanding the core concepts and knowing what weaknesses you can accept and which ones you absolutely have to work on. And finally, I guess to complete all those great advice, one thing I would add is don't leave it to chance. If there's something you can control that will improve your odds to pass the exam, then do it. And that's one thing I didn't mention earlier in the planning, but even the exams, when they became computer-based, they started earlier at 8 a.m. And so I did all the analysis of traffic in the morning and everything. I was like, okay, well, I got to wake up at 4 to be there at that time to be ready. So I started a month before the exam, waking up earlier every day so that when I got to the exam date, my mind was ready to wake up at 4 a.m. I was used to it. So it wasn't a drastic change on the most stressful day of your life. So don't leave it to chance if you can control your odds.
All great advice. Thank you very much. There's so many unknown the day of the exam. So if you can, try to do your best to feel comfortable, to feel confident walking into the exam and really put all the chances on your side. One of the recurring theme we heard throughout the conversation was really preparation, making sure you have a study plan, that you stick to it. And I didn't hear anybody says, start very close to the exam. It's always better off start earlier to have more time, and then you feel less stressed. So preparation. And I guess the other theme was practice. Seems to be recurring a lot. So now we'll jump to the Q&A period. Nous allons maintenant commencer la période des questions. Je vous invite à écrire vos questions en utilisant la fonction chat discussion, soit en français, soit en anglais. Et nous allons faire notre possible pour répondre à toutes les questions. Une question qui était ici adressée de Camille, qui nous demandait quelle approche de révision est-ce qu'on devrait privilégier pour retenir l'information utilisée dans les premiers mois, étudiée dans les premiers mois pour l'examen. Je peux peut-être me lancer en fait ici, puis je sais qu'Alexandre a mentionné pas mal sa stratégie d'études tantôt, mais si je peux me permettre, en fait, de mon côté, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on étudie, je réalisais rapidement c'était quels les modules que j'avais plus de facilité, puis les modules qui étaient beaucoup plus difficiles pour moi. Puis je m'étais fait un ordre justement de difficulté de modules. Donc, rendu vers la fin, dans le dernier mois, dans les dernières semaines, je savais exactement où retourner. Donc, tu sais, quand on a un certain moment qui est restreint avant l'examen, c'est vraiment de retourner aux modules qui ont été peut-être plus difficiles, mais qu'on est capable de comprendre pour maximiser les points qu'on peut avoir sur l'examen. Je pense que ça fait du sens ce que Carl a dit. La seule chose que je pourrais dire, peut-être en termes de planification de ta révision, disons qu'il te reste un mois avant de commencer à faire des mock exams. Là, tu dis, OK, j'ai un mois, j'ai 10 sujets à réviser, fait que ça me donne maximum, par exemple, 5 jours par sujet pour les réviser. Puis à partir de là, mais là, il faut que tu t'arranges de séparer ton étude pour pouvoir passer au travers de chaque sujet. Là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important à ce stade-là de structurer. Tu vas passer combien de temps sur chaque sujet? Très bien, merci beaucoup. On avait aussi une autre question qui demandait de Shafik. Est-ce que les cours CFA offerts par différentes universités sont intéressants? Exemple, HEC offre des cours CFA. Est-ce que c'est quelque chose que vous supportez, que vous trouvez que c'est une bonne idée qui aide au niveau de l'étude? Comme moi, tantôt, je disais au niveau 2, quand j'étais rendu à mon 3e essai, là, je commençais à être un peu tanné. Là, je voulais vraiment le réussir, puis je voyais les points d'amélioration, mais je voulais quand même améliorer mes chances. Puis c'est ça, j'avais un ami que lui, ça y a pris, je pense, 4 fois passer le 1, puis il avait utilisé Morgan International, puis ça l'avait vraiment aidé. Puis comme de fait, ben moi, mon 3e essai, mais le premier essai avec Morgan International, ça a fonctionné. Mais c'est sûr que j'ai amélioré ma technique, j'ai mis les efforts de plus, puis les combiner à ça, oui, il y avait une valeur ajoutée parce que ça te donne. C'est un professeur qui va t'expliquer, qui va te revalider peut-être des points que tu as mal compris. Tu peux poser des questions. Des fois, dans les forums, c'est pas toujours évident. Donc, oui, moi, je voyais qu'il y avait une valeur vraiment ajoutée. Puis, c'est ça, le prix est quand même très raisonnable. Puis, quand on considère le temps qu'on y met, ça vaut la peine de mettre l'argent pour éviter d'avoir à le refaire plusieurs fois parce que sinon, quand on le refait trop souvent, ça va revenir aussi cher que de s'être payé peut-être un cours préparatoire la première fois. Non, puis je rajouterais peut-être aussi au niveau du réseautage. Parfois, quand on se met dans ces programmes-là, on va peut-être rencontrer quelqu'un, puis ça va nous motiver aussi à étudier ou se faire des petits groupes d'études. Il y a parfois un sentiment d'être un peu seul lorsqu'on étudie le CFA, que on est souvent dans nos livres, on est un petit peu plus limité au niveau des activités qu'on fait sociales. Alors, c'est peut-être une bonne idée aussi au niveau du réseautage en allant avec cette approche. Une question de Jean Guérard qui demande si les concepts qu'on voit au niveau du CFA ou dans les livres, c'est quelque chose que vous utilisez dans votre pratique journalière et si jamais vous auriez des exemples à partager.
c'est un peu tricky, je dirais, parce que dans le fond, oui, ben, la matière, c'est un peu comme. Moi, la manière que je le voyais, c'est le niveau 1, ça couvre notre bac en finance. Le niveau 2, j'ai trouvé que ça couvrait vraiment bien la maîtrise en finance. Donc, est-ce qu'il y a des concepts que dans mes études, dans le CFA que j'utilise dans mon travail? Oui, continuellement. Est-ce que directement, je fais les liens avec le CFA? Pas nécessairement, ou je ne me rappelle pas nécessairement que telle formule que oui, dans le temps que je faisais l'examen, j'étais capable de la visualiser dans le livre, mais rendu au travail, peut-être pas autant. Mais oui, quand même, il y a son lot. Je dirais que c'est surtout quand j'ai travaillé en lien dans peut-être les placements alternatifs que ça, c'était vraiment quelque chose que on a peut-être moins couvert à l'école. Donc, quand j'avais ça dans le travail, ben, là, je faisais vraiment des liens directs avec le contenu du CFA. Fait que oui, c'est pas, on n'est pas dans le concept de c'est du théorique, puis ça ne s'applique pas dans la vraie vie, puis c'est juste un titre, puis ça ne sera pas pratique. Non, je trouve que c'est quand même vraiment pratique ce qu'on y apprend. Là. Puis peut-être si je peux me permettre aussi, là, c'est sûr que, comme Nicolas le disait, vous n'allez pas sortir du CFA puis arriver dans votre travail puis me dire, ah, super, ça me fait vraiment penser au module 14 de votre niveau 3. Moi, de mon côté, par contre, en gestion d'actifs, avec les régimes de pension, surtout, il y a des régimes de pension, justement, que d'un, vous voyez peut-être plus au niveau 2, au niveau 3. Puis aussi, ils sont investis dans plusieurs classes d'actifs avec différentes stratégies. Puis, ultimement, mon travail en tant que directeur des relations clients, c'est d'expliquer un petit peu le rendement, puis être capable justement de faire le pont avec les équipes de gestion d'actifs, puis les clients qui comprennent peut-être moins justement la stratégie des fonds. Puis, c'est sûr et certain que je ne vais pas transiger nécessairement les fonds moi-même, mais de comprendre justement le côté macro, comprendre après ça les stratégies, ensuite comprendre justement les placements privés, les options, le hedging, tout ça, c'est des choses qui me permettent d'entretenir ces discussions-là avec les clients. Mais je vous dirais qu'au quotidien, jamais je vais dire ça me fait vraiment penser au CFA, sauf que après avoir passé autant de temps à étudier les examens, ça nous permet de devenir certainement meilleur à expliquer ce qui se passe aux clients. Oui, absolument. Très bon point que vous venez de faire aussi. Je pense que ça donne une excellente base, même au niveau des différentes classes d'actifs, mais aussi ça démontre une éthique de travail parce que tout le monde sait les efforts que ça prend pour pouvoir obtenir la désignation. Fait que je pense que il y a vraiment une séparation au niveau de quelqu'un mettons, qui a un bac en finance versus qui a un bac en finance et la charte. CFA. Fait que je pense que ça vous distingue des autres candidats lorsque vous allez vouloir trouver un emploi. Alors, on a une question de Sherbanu. Pour le niveau 2, est-ce qu'on devrait passer plus de temps sur les Q-Banks ou les MOC? Les deux. Mais je pense que si tu passes pas assez de temps sur les Q-Banks, quand tu vas arriver au MOC, ça va pas très bien se passer. Tu n'as pas le choix de faire beaucoup de questions pour arriver au mock exam. C'est pour ça, moi, tantôt, quand je parlais de ma stratégie, souvent, je ne faisais pas les mocks avant. Le plus tôt que je les faisais, c'était peut-être 3 semaines avant l'examen. Puis la raison pour laquelle c'était ça, c'est qu'il fallait que je passe au travers de la matière une fois. Il fallait que je la révise pour être ensuite prêt à faire un mock exam. Puis la seule chose que je dirais, c'est que les mock exams, c'est pas nécessairement ça qui va se passer à l'examen. Fait que ça se peut que tu aies un mock exam, ton premier, il va sûrement mal se passer. Ça se peut que tu aies un, tu aies une meilleure note. Mettons, tu as 75. Ça se peut que celui d'après, tu aies une moins bonne note. Mais l'important, je pense que oui, c'est d'avoir un certain niveau de consistency dans tes notes, mais c'est au travers du temps, quand tu fais des mocks et tu révises, c'est que ta compréhension de la matière s'améliore. C'est ça qui est le plus important, là. Merci. Maybe let's do a small recap here, just in terms of suppliers that you use or you think it's best to use to study. I'm getting a few questions from people that if you could maybe just summarize again in terms of your exam preparation, your timeline, and how do you and when do you spare time when you work full time to find a little bit of time when to studying. So maybe if could have one or two person that can kind of do a quick recap of what we discussed earlier during the panel in English. All right. Well, I'll go. Well, regarding the tools,
Like I mentioned earlier, I think Morgan International was very useful because with the package, you get a teacher that gives you kind of an explanation in person, a review, but you also get the Schweizer books, which for me was the main part that I wanted out of it. But it's basically, it's almost like the same price, but you get also classes. But yeah, the Schweizers to me are a must, especially with my slow reading pace, because it condensed the material by half, and they don't seem to miss out on much. And yeah, the secret sauce was definitely a useful tool. Also, the quick sheet, not as famous as the secret sauce, but found the quick sheet to be really useful because it's like a 6-pager plastified that you can carry around and just study your formulas whenever you can, especially in the last few weeks. And what was the other part that you mentioned, Sandy? I think the planning. Yeah, your timeline. Yeah, well, my timeline I think is a bit longer than most people because of my reading pace. But yeah, to me, I had to start before the holidays, like in November, get as many readings done because I wanted to have at least 2 months before the exam to do my folder of a cheat sheet and then mock exams, Q banks, and then the final review for the last 2 weeks. So the overall time spent studying was about 6 months? Yeah, a good 6 months. Yeah. The first 4 months, you review the material, you get ready with your notes, your cheat sheet, and then you leave the last 2 months to put everything together, make sure you have time to review the harder concept, and then prepare and do mock exam. Yeah, and one thing a lot of people have asked me throughout the years during the CFA program was, do you just read or do you read and do the questions and do your notes and my plan was just get the readings done, get that done as fast as possible, and then go to the other steps. Otherwise, it slows down a lot the reading pace. I did just a few questions to assimilate it, but I didn't want to slow down the reading too much. And maybe if I can add to that quickly, you know, and it's funny, but to me, studying for the CFA is a little bit like a Spotify playlist where it's not the same for anyone, you know. And so if you actually stick your planning to exactly one of our 4 methodology, you might not be able to succeed, but it really depends on your schedule, you know. And if you're really, really busy, as I was when I did it, I started in September, so almost like 10 months before the exam, and slowly started the process. So I think it's really different for all of us. So you really have to make sure that your planning sticks to your schedule and your ability to learn the stuff. And your style of studying. There's so many out there, so you just have to find what's the best fit for you and your way of learning. Un autre aspect important dans tout ça, fait qu'on a beau se préparer, comme on parlait, il y a beaucoup de variables, des choses qu'on ne peut pas contrôler la journée de l'examen. Il y a aussi la partie du stress, qui est quand même des façons d'approcher le stress, comment le gérer avant, pendant l'examen. J'aimerais ça que vous nous parliez un peu de quelques trucs que vous aviez pour pouvoir être plus zen lors de l'examen. Peut-être que je peux me lancer. En fait, comme je le disais un petit peu plus tôt, il n'y a pas vraiment de façon pour moi, en tout cas, de se préparer au stress avant l'examen, mais quand je débutais l'examen, en fait, j'essayais toujours de faire un premier jet, disons, là, une première tournée des questions, puis vraiment là, de perdre aucun temps sur une question dont je ne connaissais pas la réponse. Donc, j'y allais question après question. Si je savais la réponse, je répondais. Sinon, je la marquais. Puis, je revenais un peu plus tard là, lors de mon 2e tour. Mais ça faisait en sorte que de répondre à des questions, justement, ça me laissait le temps à mon niveau de stress de diminuer. Et puis, quand j'arrivais pour faire mon 2e tour, ben là, le stress était un peu plus bas. Puis, des fois, entre-temps, j'avais eu une idée justement de comment répondre à une question que j'avais vue un petit peu plus tôt.
Puis je rajouterais aussi pour la gestion du stress, il y a aussi avant l'examen, tout ce qui était pratique, c'est un peu, ça a de la niaiser un peu, mais juste moi d'écouter des séries télé que je connaissais par cœur, de mettre mon cerveau à off. Je mettais ça pendant des moments que je ne me sentais pas coupable de ne pas étudier, donc pendant qu'on cuisine, qu'on mange, quand on met notre cerveau à off avant de se coucher. Ça l'aidait. Puis aussi, je me suis mis vraiment à faire de la course à pied à cause du CFA parce que quand tu passes ta journée à travailler, puis après ça, à étudier, ben, tu es beaucoup assis. Donc, pour avoir une bonne balance, puis en plus, ben, l'effort physique, c'est bon pour la concentration, c'est bon pour le sommeil. Puis ça faisait vraiment un changement drastique par rapport à être assis quand on va courir dehors avec l'air frais, là. Donc, ça l'aidait quand même à gérer le stress avant l'examen, mais pendant l'examen, le point de Jessica, c'était la même chose que je faisais aussi. On se gagne la confiance avec les questions qu'on connaît, puis après ça, on cumule du temps pour les questions plus difficiles. J'ajouterais, peut-être on a parlé pendant l'examen. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Jessica. Là, moi aussi, c'était la même chose. Si je ne savais pas la question, je faisais skip, je mettais un petit peu flag tes questions. J'y revenais plus tard, puis honnêtement, la moitié de mes flags, souvent, j'étais capable d'y répondre plus tard. Mais moi, je dirais que tout le monde parle des mock exams, les mock exams, c'est bien d'en faire, mais moi, je pense que mon dernier, c'était 4 jours avant l'examen. Puis après ça, j'ai arrêté d'en faire. Puis la raison pour laquelle, c'est que je voulais pas briser ma confiance avec un score peut-être moins bon. Comme je disais tantôt, c'est pas parce que tu as fait 4 mock exams qu'à chaque mock, ton score va nécessairement s'améliorer. Je vous le souhaite, là. Mais les derniers jours avant l'examen, c'était plus de refaire des questions, relire mes notes, refaire mes concepts. Puis la veille de l'examen, là, je passais peut-être 1 heure maximum juste à relire mes notes, à regarder mes formules tranquillement. Mais je trouve que rendu là, tu as étudié pendant des mois. Fait que ça sert à rien d'être dans le gros rush ou même de relire tes questions l'heure avant l'examen, là. Il n'y a pas de point. Je pense que l'important, c'est de se faire confiance. Puis quand le jour J arrivera, si vous avez été bien préparé, ça devrait bien se passer. Oui, non, se faire confiance. Si on a beaucoup étudié, comme vous dites, c'est là notre stress devrait diminuer parce que vous pouvez retourner, OK, les 6 derniers mois, j'ai donné tout ce que j'ai pu. J'étais allée à 100%, j'ai vraiment donné tous les efforts. Là, c'est vraiment juste t'exécutes. Ton cerveau, il y a comme la psychologie, c'est quand même fort, le muscle là-dedans, mais c'est vraiment exécuté. Puis, il n'y a plus d'effort à donner cette journée-là, c'est juste de comme laisser tout sortir, le savoir qui a été accumulé autour des derniers mois. Une autre question par rapport à, est-ce que vous recommandez de faire les examens le plus rapidement possible, un après l'autre, par exemple, si on les réussit tous du premier coup, y aller un après l'autre ou peut-être prendre des petites pauses entre 2 examens? Je peux peut-être me lancer, là, puis je sais que mes autres collègues panélistes aujourd'hui ont chacun leur expérience. Là. Alexandre les a fait pendant 2 ans et demi, puis chapeau, mais je serais probablement encore sur la table d'études à essayer de passer l'un si j'avais fait tout ça 1 an et demi aussi. Moi, je les ai fait un à la suite de l'autre, mais à l'époque, c'était quasiment 1 an entre chaque examen, donc ça me donnait assez de temps. Mais encore une fois, ça s'apparente à ce que vous connaissez, puis vous avez fait votre cégep, votre université, probablement une maîtrise pour certains d'entre vous. Donc, vous connaissez votre façon d'étudier. On n'arrive pas au CFA avec aucun bagage d'études. Puis, je pense que l'important, c'est de ne pas changer sa stratégie qui fonctionne, que vous connaissez probablement déjà. Donc, si vous êtes capable justement de condenser tout ça dans 1 an et demi, 2 ans, allez-y, chapeau, ça va être derrière vous. Mais si vous pensez que vous avez besoin de prendre ça plus tranquillement, puis de bien lire plus tranquillement, puis d'absorber ça à votre rythme, c'est bien correct aussi, puis il n'y a personne qui vous juge pour ça. Puis si vous juge, ben arrêtez de leur parler, là. Écoute, pour l'avoir fait, là, je vais vous dire la raison pourquoi je l'ai fait. En fait, moi, c'était pendant le COVID, donc c'est sûr que c'est un concours de circonstances, mais on était en lockdown. Donc, pour moi, c'était juste, s'il y avait un moment pour le faire, c'était là. Donc, j'en ai profité. Est-ce que je le recommande? Pas nécessairement, là. Moi, je pense honnêtement que surtout rendu au niveau 3, c'était vraiment difficile. Ça avait tiré beaucoup de jus. Donc, ça prend beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, comme on l'a dit, là, ça prend quand même beaucoup de sacrifices. Donc, si vous avez l'esprit solide, si vous êtes capable de continuer à mettre les heures tout le temps, écoute, si vous pouvez le faire le plus rapidement possible, pourquoi pas? Mais je dis pas nécessairement que vous
devez le faire le plus rapidement possible. Là, ça dépend vraiment de vous personnellement, vos circonstances personnelles. Je pense, pour faire du pouce aussi sur ce que Jessica elle avait mentionné plus tôt, c'est aussi bien de le faire en sortant de l'école parce que notre cerveau est un peu en mode étude encore. Fait qu'on a comme encore une bonne habileté. Tu peux travailler, tu arrives à la maison, tu étudies, tandis que quand souvent on prend une longue pause entre les deux, c'est beaucoup plus difficile de revenir et de passer du temps d'études les soirs et les week-ends. Alors, souvent des gens qui commencent le niveau 1 lorsqu'ils sont à l'université, puis après ça, ils vont aller tranquillement, pas vite à leur rythme pour faire niveau 2 et niveau 3. Puis n'oubliez pas qu'il y a un minimum d'années d'expérience qui est demandé avant de pouvoir avoir la charte. Fait que même si vous vous pressez à faire les examens le plus vite possible, il reste quand même d'autres critères à avoir. Fait que c'est chacun son cheminement, chacun à son rythme. L'important, c'est de continuer et de bien s'entourer de gens qui vont nous supporter dans cette aventure-là. On a une question de David. Est-ce que les mock exams reproduisent bien la difficulté du vrai examen du CFA? Ben, moi, je dirais que ça varie d'un mock à l'autre. Puis des fois d'une compagnie à l'autre. Dans le temps, puis je ne sais pas s'ils les font encore, mais celui qu'on disait l'examen Boston, qui était du Boston CFA Society, c'était connu comme le standard du plus difficile, du meilleur, du plus représentatif. Peut-être pas le plus difficile, mais le plus représentatif. Puis effectivement, moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment excellent au niveau 1, au niveau 2. Puis je pense qu'au niveau 3, j'y avais peu accès, mais je ne sais pas s'il était encore possible directement. Là, mais avant, j'en avais d'autres ressources qui le feraient. Mais tu sais, Schweizer, Wiley, il y en a plusieurs qui sont différents. Mais oui, il y en a qui sont vraiment, je trouve qu'ils représentent très bien l'examen. Mais après ça, est-ce qu'à l'examen, on va avoir les mêmes questions? C'est sûr que non, mais au moins, ça nous prépare au fonctionnement, puis le genre de questions. Puis justement, d'en faire une coupe, ça l'aide à voir un peu le pattern des questions qui peuvent arriver dans les différents types de sujets. Puis si je peux me permettre, tu sais, moi, les examens pratiques pour l'examen 1, l'examen 2, j'en ai fait peut-être 2. Puis, tu sais, ultimement, pour moi, ce qui était vraiment important, c'était de la pratique sur les choix multiples, puis justement les questions à vignette, parce que ça devenait comme un arbre de décision à l'examen. Tu vois, par contre, bon, tu rentres dans la section Fixed Income, puis après ça, bon, ben, dans la section Fixed Income, quel module tu vas chercher, puis dans ce module-là, c'est quoi le concept qu'on veut te tester. Puis, pour moi, les examens pratiques, ça a plus été une façon de me mettre dans le bain, de savoir comment ça allait être la journée de l'examen, mais ce n'était pas une façon pour moi de tester mes connaissances nécessairement. Donc, je me timais, je voulais m'assurer d'être dans le temps et de réussir à le finir. Mais la note, ultimement, ben oui, c'est important d'avoir 70% si on est capable, mais ultimement, la note des mock exams était moins importante pour moi parce que j'allais en chercher plus l'expérience pratique de l'examen plus que les concepts qu'on voulait tester. Moi, ce que je pourrais dire, là, c'est que je trouve que ça dépend. Moi, je disais juste, comme j'ai dit, Schweizer, puis les examens pratiques CFA. De façon générale, je trouve que les examens pratiques CFA, ils étaient plus représentatifs. Maintenant, encore une fois, ça dépend toujours, là. Ton examen pratique CFA, le 1, peut peut-être avoir beaucoup de core concepts, tandis que ton 2 peut avoir des sujets un petit peu plus abstraits. Donc, un peu comme Carl le disait, là, c'est pas un examen pratique qui va tester tes vraies connaissances. Donc, c'est vraiment important de focuser sur les questions puis ton étude des derniers mois plutôt que juste faire des examens. Puis, un point que j'ai oublié de mentionner, que je trouve qu'un de mes anciens patrons m'avait dit que j'avais trouvé tellement motivateur et important, c'était que dans les mock exams, il me disait, parce que j'avais eu un mauvais résultat, il disait, ben c'est bon. Si tu ne veux pas des bons résultats dans tes mock exams, c'est des bons résultats, ça veut dire que tu viens de réviser des concepts que tu comprends, que tu connais déjà. Ce que tu veux voir dans les mock exams, c'est ce que tu ne comprends pas, ce que tu peux améliorer. Puis, dans le fond, ben là, tu viens de découvrir un point faible. Donc, oui, c'est tant mieux. C'est sûr qu'une journée ou deux avant l'examen ou on va dire dans la semaine avant l'examen, là, oui, ça peut être un peu plus stressant, mais moi, je l'ai commencé beaucoup plus tôt, ben
C'est ça, tu ne veux pas réviser des choses que tu sais et que tu comprends déjà. Oui, c'est bon pour la motivation, mais ça, c'est plus le fun quand ça arrive dans le vrai examen. Dernier point, là, 2 secondes. Moi, de façon générale, je trouvais que les vrais examens étaient un peu plus faciles que les mocks. Donc, si ça peut vous mettre en confiance, ce commentaire-là, je ne dis pas que c'est vrai, là, mais moi, mon opinion personnelle, c'est ce que je trouvais. Peut-être que le jour J, je performais mieux, mais de façon générale, ça se passait quand même bien durant l'examen, là. Je pense que la conclusion de toutes vos réponses, là, c'est il y a tellement de... L'examen peut être concentré sur des thèmes parfois qui sont plus faciles pour une personne. Des fois, c'est des concepts qu'on oublie ou qu'on a plus de la difficulté. Fait que ça dépend aussi de l'examen qu'on voit. Fait que l'important, c'est d'en voir le plus possible. To be able to really try to do as many as you can, or at least read them. I would say for especially level 3 for the written parts. If you're, starting to not have enough time towards the end of your studying, it's great to just look at that written section and just read the question and have an idea of what you would be writing. Very careful. Also, maybe an advice on the written section of level 3. Often people, when they correct themselves, they'll be like, oh yeah, that's what I was saying. That's kind of the same thing as the answer. Maybe a trick is to have someone else correct your answer to see if they're really seeing that you are trying to make the point that the answer is supposed to be. But I think if you stick to what Jessica was mentioning of being, bullet points and go short and sweet on your answer and answer the question, read the question and answer. If it says explain, then explain. If it says quantify, then quantify, I think is also very important. But being able to see as many mocks as you can is great. 30 seconds, so maybe quickly, comment qu'on fait pour se rappeler des formules? Y a-t-il un truc que vous aviez au niveau, il y a beaucoup de formules à apprendre, comment qu'on fait pour s'assurer qu'on va les comprendre et connaître à l'examen? Ben, y a pas, de mon côté, il n'y a pas de recette miracle, là. C'est de les répéter dans votre tête, puis d'avoir une feuille, puis ma feuille, je l'avais dans mon portefeuille, là, fait que vous payez souvent dans une journée, fait que toutes les fois que je ouvrais mon portefeuille, j'avais ma feuille de formule que je regardais, puis j'essaie de m'en souvenir, puis dans le métro, je l'avais sur mon pare-choc dans l'auto quand je conduisais, je l'avais partout, donc il n'y a pas de recette miracle. Ouais, Super. puis moi, c'était le cartable des retranscrire, ça l'aide un visuel après, là. Merci beaucoup à tous nos panélistes. C'était vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce midi et d'avoir été transparent et honnête et d'avoir donné de conseils judicieux à nos candidats ici. Merci beaucoup à tous les participants à l'événement. On était nombreux aujourd'hui. C'est toujours agréable de pouvoir être là, de vous supporter. Puis, j'aimerais aussi remercier notre partenaire, notre commanditaire, la Caisse de dépôt et placement du Québec, ainsi que la collaboration de CFA Québec, sans qui cet événement ne serait pas possible. Je vous invite à consulter notre site Internet pour notre événement calendrier événementiel. Notre prochain événement sera le 23 mars et ce sera la journée découverte Carrière en finance, où vous aurez la chance de discuter avec des détenteurs de la charte CFA de leur parcours professionnel. Les places sont limitées, alors je vous invite à vous inscrire le plus tôt possible. Nous espérons que ce webinaire a été bénéfique. Merci de prendre le temps de répondre au sondage qui vous sera envoyé sous peu. Bonne chance dans vos études et vos examens. Good luck everyone with your preparation. Merci et bonne fin de journée.